Je suis Sarah Danint, je suis double championne du monde à l'épée, médaillée olympique aux Jeux Olympiques d'Athènes et actuellement Data Product Manager. Ultime, je ne sais pas, mais en tout cas, ça a été un rêve pour moi. Quand j'étais plus jeune, j'avais souvent tendance à voir des athlètes. Alors moi, j'ai toujours kiffé le basket, surtout. Et pour moi, ça a toujours semblé quelque chose d'inaccessible, en fait. Et un jour, j'ai vu quelqu'un que je connais devenir championne olympique et j'avais 16 ans. Et en fait, ce jour-là, moi, j'ai dit que je serais médaillée olympique. Et par contre, à 16 ans, quand vous partagez le rêve d'être médaillée olympique, on ne vous prend pas en sérieux, bien évidemment, assez facilement. Et donc ça a été un rêve solo parce que personne n'y croyait et que les gens ont projeté leur peur et leurs croyances sur moi. Donc j'ai dû aussi protéger ce rêve-là pour essayer de le concrétiser et d'aller au bout. Et il m'a fallu 2 Olympiades, 8 ans, pour avoir cette médaille à partir du moment où moi j'avais décidé en tout cas que je ferais ces Jeux et que je reviendrais médaillée de ces Jeux. Les Jeux de Sydney 2000, je quittais l'internat, en fait je quittais l'équipe de France à Bordeaux parce que ça ne me convenait pas depuis un certain moment. En tant qu'athlète, on faisait souvent 2e ou 3e, mais on ne gagnait jamais. Et en tant qu'athlète, on se remettait souvent en question. Mais il a aussi été question justement de demander à l'entraîneur à lui aussi de se remettre en question, ce qui n'a pas été approuvé, puisque l'ultimatum a été soit tu restes à mes conditions, soit tu t'en vas et je ferai en sorte que l'escrime devienne le loisir pour toi, concrètement. J'ai pu participer en tout cas aux Jeux de Sydney 2000 en tant que remplaçante, suppléante en fait de l'équipe. C'était pour moi une aventure quand même très humaine et très forte. J'étais encore assez proche de l'équipe, et puis en plus surtout moi ça me donnait vraiment l'envie vraiment en plus de croire un peu plus, même si j'avais pris la décision de quitter l'équipe de France quelques mois plus tôt. Pour mon bien en tout cas, pour réaliser mon projet et puis pour mon bien-être. Mais bon voilà, les choses se sont passées comme ça en tout cas en 2000. Et en tout cas 4 ans après, il y a eu les Jeux d'Athènes où je suis revenue médaillée. Mais donc cette période de 4 ans était quand même assez douloureuse parce que quitter l'équipe de France, ça veut dire plus d'avoir d'entrée d'argent, ne plus être logé, ne plus avoir de facilité de paiement pour les études, etc. Je m'entraînais le soir. C'était vraiment une période assez dure. Je m'entraînais le soir comme je pouvais, quand je pouvais. Et en fait, au bout d'un moment, c'était juste plus possible. Donc j'ai dû travailler en tant que vendeuse dans un magasin de sport, dont je tairai le nom du coup. Et là, en fait, à piétiner toute la journée, les entraînements, c'était juste plus possible. Et puis à cette période, justement, où j'avais vraiment plus de quoi manger et plus de quoi vivre, où là, on se pose plein de questions, ce qu'on va faire et comment on va faire. Ça, c'était une période vraiment assez compliquée. Et du coup, j'avais une relation assez particulière avec ma banquière, puisqu'elle m'appelait quasi tous les jours. Parce que forcément, j'étais à découvert tout le temps. Donc on avait une relation très très proche. Mais à tel point que c'est assez drôle parce que finalement, quand j'ai pu travailler pour ce magasin de sport, on se connaissait finalement suffisamment qu'elle a pu me faire confiance et j'ai pu partir au jeu avec un prêt en fait. J'ai pu bénéficier d'un prêt à la banque et revenir m'entraîner, me qualifier en équipe de France et faire les Jeux d'Athènes et revenir médaillée aussi, ce qui permet aussi quand même de rembourser le prêt, mine de rien. Et puis les jeux c'était magnifique. Moi j'avais décidé encore une fois à 16 ans que je serais médaillée. Quand on arrive sur place, c'est une histoire de fou. C'est à l'américaine, la salle tout dans le noir avec la scène en lumière, enfin magnifique. Les journalistes partout et puis à un moment donné on rentre et on se dit donc là toutes les télés du monde entier sont là en fait, pas forcément dans cette enceinte-là, mais elles sont là sur les Jeux Olympiques. Et ça en tout cas moi, ça m'avait vraiment pris aux tripes. Et là je me suis dit ouais, on va kiffer quoi, on va vraiment kiffer. Et la compète se passe sans stress en fait. On était hyper bien préparés. C'était un vrai moment de kiffance en fait. Et le podium, moi, en 2 secondes, j'ai chialé. J'ai chialé parce que
Parce que je repense à cette période qui a été dure, où j'allais me coucher le soir assez tôt, en essayant de tromper mon cerveau parce que j'avais pas de quoi manger. Je pense aux sacrifices que ma mère et mes frères ont fait, mes neveux que j'ai pas vu grandir, etc. Et je me dis, cette médaille, je l'ai autour du cou, mais elle est pour nous tous, quoi. Pour la Guadeloupe, pour nous toutes aussi. Et puis tant pis aussi aux personnes qui ont projeté leur peur, leur frustration sur moi. Tant pis, vous m'avez aussi fait grandir, mais voilà, cette médaille est là et c'est beau, quoi. Pour moi, c'est important de transmettre. Je suis arrivée dans un sport bourgeois à une époque, un sport élitiste, où moi je viens d'un milieu modeste. Mes parents ont été pauvres, si je puis dire. Moi, il y a une période où j'ai eu besoin de manger, et à aucun moment on m'a dit tu peux y arriver. Quand à 16 ans j'ai dit que je serais médaillée de ce sport-là, on m'a dit non, en fait c'est bourgeois, c'est sexy, et en fait non, on m'a attribué une place qui n'est pas celle que j'ai choisie forcément. Et pour moi c'est important encore d'aller dans la Caraïbe, d'aller en Guadeloupe, d'aller même dans les collèges lycées en France ou ailleurs, et de dire que on peut faire autrement que ce qu'on nous impose, et surtout on n'est pas obligé d'accepter les places qu'on nous attribue. Voilà. La fête, je pense qu'on peut s'arrêter là. Alors moi, j'étais une grosse fêtarde avant, et on a fait 3 mois de fête. On a fait la fête pendant 3... Ah oui, pas à moitié, quel est l'intérêt? Les jeux, c'est 4 mois de préparation et de qualification. Oui, on a fait la fête sauvagement même, à Paris, partout, on mangeait... et puis l'Élysée, c'était magnifique, on allait dans des restos de dingue, on était invités partout. Je ne me rappelle pas avoir cuisiné pendant cette période-là. Et je vais aller un peu plus loin. Justement, ce qui est délicat dans cette période-là, c'est que, en fait, dans le sport, on vous apprend à gagner. On ne vous apprend pas qu'est-ce qui va se passer quand vous êtes sur le podium. On ne vous apprend pas à gérer quand vous avez beaucoup d'argent qui va rentrer d'un coup, ni au fait qu'il y a plein de personnes autour de vous et que vous pensez, du jour au lendemain, on dirait que vous êtes une rockstar. J'ai eu des demandes en mariage. Et puis je sais pas, le monde est différent, les gens ont un regard différent, une approche différente, ils se comportent parfois bizarrement aussi, ou avec les yeux qui brillent. Le regard des autres a changé, et puis leur comportement du coup aussi a changé. Et en fait, le plus dur, c'est que c'est ce qui se passe après. À un moment donné, il faut revenir à la vie, à la vraie vie, qui en fait devient fade, alors que c'est votre vie d'avant, mais elle est fade en fait. Il n'y a plus cette excitation, ce qui est tout le temps là, et puis tous les gens qui sont autour de vous. Ça, c'était violent parce qu'il faut un jour se relever et se dire, en fait, on va reprendre l'entraînement. Comment je fais, moi, pour remettre la tenue? L'escrime, c'est ma passion, ça a été même un amour. Comment je fais pour revenir et avoir ce plaisir d'aller en cours, Pour moi, j'ai eu une période où il fallait vraiment que je pose mes épées. Après les 3 mois de fête, j'ai voulu reprendre, mais je pouvais pas. J'avais presque le dégoût, en fait. C'était non, parce que, je sais pas, je peux pas l'expliquer, c'était un kiff, mais en même temps, c'était un... Oh, là... Puis finalement, petit à petit, j'ai fait des trucs à côté. J'ai fait un peu de basket, j'ai vu des potes, etc. Et en fait, j'ai repris l'entraînement tout doucement. Au fur et à mesure des entraînements, de passer du bon moment aussi avec les coéquipières, mais aussi les amis. Moi, petit à petit, j'ai retrouvé du plaisir. Moi, à un moment donné, j'ai fait du marketing comme étude, et au bout d'un moment, je me suis prise pour une marque. J'avais Powerade, enfin Coca-Cola, comme sponsor produit pendant un moment. Et je regardais ce qu'ils faisaient. Ce qui m'a permis vraiment de me démarquer des autres athlètes, c'est que souvent les athlètes postaient ou partageaient ce qu'ils avaient fait à l'entraînement, les compétitions. Et moi, en fait, je parlais de data. Je bosse actuellement dans la data. Je parlais de tech dans le sport, de data dans le sport. Et en fait, j'avais une vision qui était différente. Et c'était un moment aussi où la data, la tech vraiment prenait une dimension assez importante en fait, aussi en France. Donc, ça m'a permis de décoller, de trouver des sponsors. Revenant des jeux, donc je rembourse ce prêt, et puis j'étais salarié du club de Levallois. Ce qui m'a permis en tout cas, moi, de vivre de mon sport, vraiment, à une période, ça c'était bien. Parce que l'escrime est un sport amateur,
mais on s'entraîne comme les professionnels. Et c'est fou parce que les gens, quand ils nous voient à la télé, ils pensent qu'on gagne beaucoup d'argent et qu'on est bien et que tout se passe bien. Mais en fait, non, on passe juste à la télé. Derrière, parfois, on n'a pas forcément de quoi manger, on n'a pas forcément de quoi payer le loyer. On n'est pas forcément bien même accompagné psychologiquement ou même bien dans notre tête. Enfin, on est juste des humains en fait. Oui, totalement. En tout cas, moi, je l'ai vraiment vécu comme ça, parce que finalement, on va chercher des entraîneurs, on va chercher des kinésithérapeutes, des préparateurs mentaux, physiques. Enfin, on s'entoure d'une team en fait pour atteindre notre objectif. Donc, on est au centre de tout ça. On va chercher des sponsors. On fait tout. On fait tout de A à Z. Donc, oui, on est chef d'entreprise. De toute façon, c'est notre projet. Il n'y a personne n'est mieux placé que nous-mêmes pour faire le nécessaire pour réaliser notre objectif. On est souvent associé à notre identité devient souvent ce qu'on a fait. Moi, je suis Sarah Danint, je suis une femme, je suis forte, je suis aussi vulnérable. Et c'est ça en fait qui me définit. Sauf qu'à un moment donné, quand j'ai été médaillée olympique, à partir du moment où je l'ai été, je suis devenue Sarah Danint, la médaillée olympique. Aujourd'hui, je suis Data Product Manager. Je choisis aussi la data parce que je crois qu'avec la tech et en gardant l'humain au centre de cette tech, on peut régler beaucoup d'inégalités sociales, écologiques et autres. À côté de ça, je fais des conférences pour des grosses boîtes, la LVMH, des plus petites, mais aussi des grosses confs comme Vivatech, ce qui me permet, l'argent gagné avec ces conférences, de monter des ateliers justement au sein de collèges, lycées, parfois universités. Et même école, pour justement aller voir les plus jeunes et parler de mon expérience, de mon parcours, mais aussi de parler justement de ces places qu'on nous attribue et leur montrer qu'on peut faire autrement. Et à côté de ça, je commente aussi parfois le sport à la radio et à la télé. Que je suis forte et que je peux en fait atteindre quel que soit l'objectif fixé, que je peux l'atteindre. Ça m'a appris des routines aussi, comment atteindre des objectifs, comment s'intégrer dans un groupe, comment gérer des questions de gestion de crise, ce qui me sert aujourd'hui dans la tech dans mon travail de tous les jours, en l'occurrence dans la tech. Je travaille dans un milieu qui est quand même un peu sexiste, parfois un peu misogyne, homophobe, parce que j'ai un collègue qui pense qu'on ne devrait pas exister. Et en fait, ça m'apprend aussi à vivre avec des personnalités et des pensées différentes. Et malgré tout, de ne pas péter les plombs, mine de rien. Ouais, ça m'a appris, ça m'a permis de grandir. La première chose, bien s'entourer. Famille, amis, bien s'entourer. Parfois, on a l'impression qu'il y a des amis qui ne sont pas forcément de vrais amis. On s'en rend compte avec les années que ce sont plutôt des suceurs d'énergie. Donc bien s'entourer, se faire confiance, vraiment. On a l'impression que quand c'est les JO, il faut changer les choses, il faut faire plus de ci, plus de ça, mais en fait, je pense que le plus important, c'est de se concentrer sur ce qui compte. Moi, ce qui compte, aujourd'hui, c'est l'amour, le partage, la transmission, mais chacun son truc. Mais vraiment se concentrer sur ce qui compte et pas rajouter des choses parce qu'un entraîneur ou parce que quelle personne a dit que c'était ça qu'il fallait faire. Non. Et puis croire en son rêve. Il n'y a rien de plus important qu'y croire, parce que si vous n'y croyez pas, personne ne peut le faire à votre place.